Bien, alors on fait comme d'habitude, on fait comme des sortes d'associations libres sur le film. Et Christian et moi, on se tait pendant un certain temps. Ah, voilà, Cécile. Alors, où est passée Cécile tout à coup? Elle a disparu à nouveau. Ah, elle doit avoir des problèmes de connexion. Bon, allez-y, là, c'est le temps. Qu'est-ce, qu'est-ce que ce film, quels sont les passages du film qui vous ont frappé, qui vous ont pas impressionné, mais quels, quels sont les passages du film que vous avez notés comme non Ben, moi, je me souviens que je l'avais déjà vu à l'époque. Je me rappelais pas plus qu'il faut, mais étrangement, j'avais le seul souvenir que j'avais du film, c'était la notion qui déménageait. oui, oui, oui. Tellement Parce que je pense, ça excuse-moi, mais je pense drôle. qu'il y a eu une minute d'héritage qui a été faite à la même époque avec le même acteur qui était centré sur son déménagement. Hein? Une minute d'héritage Ah, Canada. OK, Ah, Oui, OK. c'est pour ça que c'est ancré dans nos mémoires, cet aspect-là, Wow. parce que c'était parmi les annonces là, à la télé, là, les minutes de Patrimoine Canada. Ah, OK. Mais vraiment, le punch là, de du beau-frère qui va te conclure, c'était trop drôle. Il déménage, puis après ça, combien de buts qu'il a compté? Huit! Huit! Son beau-frère qui parie contre lui, voyons donc, tu sais, c'est huit. Ah, ouais, ça, j'ai trouvé ça trop drôle, là, vraiment. C'est sûr il y a la phrase, moi, je probablement tout le monde aussi, hein, c'est une phrase très marquante dans le film, où, ben là, je sais pas, je vais la citer correctement, là, mais où on dit qu'il faut que, pour les Québécois, il faut bien que de temps à autre, ils puissent gagner, ne serait-ce qu'au hockey, oui, au moins, ok, ouais, c'est au ça. moins au hockey. C'est quand même une phrase importante qui résume un peu le sens du film, hein? Ouais. Moi, j'ai été vraiment touchée par l'image de sa femme, comme comment dans son silence, dans son regard, comment elle le soutenait dans toutes ses phases, comment elle croyait en lui. Elle Mhm. cachait parfois ses émotions pour vraiment le motiver, être forte à côté de lui, alors que elle aussi, on pouvait voir son inquiétude, son anxiété, son angoisse. Oui. Je dirais que c'est les insultes du coach qui s'en prend à lui souvent avant chaque début de match, je dirais que ça lui permet de faire C'est ça. C'est un super stimulant. Son boss aussi, au début du film, quand il s'est rappelé de l'harcèlement de son boss, c'est là où il a marqué le but. oui. Ouais. Ouais, ça revient dans plusieurs formes. C'est les journaux aussi qui sont durs avec lui, euh, les adversaires, les supporters de l'autre équipe, le beau-père aussi.
Ouais, c'est vrai. Oui, le beau-père. Ben, c'est comme si c'était on a l'impression que c'est un doux, mais qui dès qu'il reçoit de l'hostilité de la part de l'extérieur, il l'utilise pour compter des buts. Ça, ouais. Ou des C'est coups de vraiment poing. fascinant. Mais moi, je compléterais juste ce que Marianne a dit par rapport à sa femme, parce que moi aussi, ça m'a beaucoup marqué la position de ce personnage dans le film. Et pour une fois, c'est un film où la femme est enceinte et on voit les enfants naissent, ils sont là, mais on les voit pas vraiment. On les voit vraiment très peu à la fin, il y a quelques petits films. Mais moi, jusqu'au moment où on les avait pas vus, je pensais que la première fille, Huguette, elle était morte. Parce qu'on l'a pas mentionné, on l'a pas vue, elle a disparu pendant un bout de temps. Je me suis dit, bon, on est encore dans cette même énergie-là de perte d'enfants. Tandis que là, non, finalement, les enfants sont bien là. Et il n'y en a pas qu'un, pour le coup. Euh, et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, bah, c'est évidemment le français versus l'anglais, hein, pour le coup, où là, ça anime tout ça jusqu'au moment où ben justement, Maurice va dire que il va remercier les Français canadiens. Et là, il va avoir un petit tournant dans, justement, on va voir un à un tous ces Français canadiens qui seront justement un peu fiers d'être pris pour compte dans ces mots. Et l'autre chose qui m'a marqué par rapport à ce personnage principal, c'est ses expressions du visage. Juste, il y a certains moments où oui, il exprime les choses, mais il y a des moments où on s'attend à ce qu'il s'exprime autrement et il y a un vide dans son regard, il y a un vide dans son visage. Tu parles de Euh, coach, Benjamin? non, je parle de Maurice. Ah, Non, le coach aussi, lui, bon, c'est un personnage qu'on déteste assez rapidement. Mais en même temps, il fait des petits efforts. Enfin bref, il essaye un peu de se rattraper quelquefois, mais on a du mal à le cerner. Enfin, moi, j'ai eu du mal à le cerner, ce personnage-là, dans sa relation avec Maurice. Euh, la relation qu'il a avec la femme de Maurice aussi, mais ça se joue que avec des regards parce qu'elle lui parle jamais. Mais lui, il y a un jeu de regard entre ces deux personnages-là. Euh, et la relation entre Maurice et son barbier. hmm. Son barbier qui n'est que barbier, mais qui n'en pense pas moins parce qu'il lui. Il joue un peu. Enfin, moi, j'ai eu un peu l'impression que ce barbier, c'était le thérapeute de Maurice. Enfin, il vient là à différents moments de sa carrière. Il y a un moment, il y a des petits garçons fans qui sont là à la porte. Un autre moment, il vient juste après qu'il y a eu cette attaque où il y a eu cette bagarre à Boston. Euh, et à chaque fois, ce barbier-là, il a voilà, un peu enfin, ça, c'est mon regard à moi, hein, cette place un peu pour moi de thérapeute. Mais il rappelle à chaque fois, je ne suis que barbier. Et finalement, après, Maurice, il reprend cette phrase-là en disant, ben non, enfin, t'es juste barbier, mais t'es pas si mal pour les conseils, quoi. Donc, et après, la place du frère aussi, du beau-frère, dans tout ça, qui est personnage secondaire, mais pour le coup, qui a son importance dans l'histoire. Et puis, ouais, le, j'ai perdu le dernier truc, mais bon, ça reviendra peut-être plus tard. Mais, c'est un peu mes premières impressions, les relations entre les personnages qui m'ont le plus marqué. Euh, et on- j'ai essayé aussi de vraiment de chercher le fil rouge comme c'est le même directeur qui fait le film, je me dis, Eh oui. de voir un peu entre les films précédents qu'on a vus, ce qui peut transparaître. Et tu as remarqué quelque chose à ce sujet ou,
Ben, justement, non. J'ai essayé. Euh, je, je, je pense que je suis restée un peu trop à la surface dans cette réflexion-là, mais j'ai pas réussi à. Enfin, la seule chose qui pourrait me faire penser aux autres films, c'est que évidemment, il y a un personnage principal, mais on s'attache à d'autres personnages et à leurs histoires. Il n'y a pas juste Maurice dans le film, il y a sa femme, il y a son coach, il y a ce barbier, il y a son beau-frère, et on a des petits bouts d'histoire un peu moins importants que dans Eldorado, forcément, parce qu'on s'attache surtout à Maurice, là, pour le coup, parce que c'est vraiment le personnage principal. Mais on, on s'intéresse aussi à toutes ces autres personnes qui tournent autour de lui et tout au long de cette carrière-là. Euh, donc c'est un peu, ouais, un peu ça. Après, j'ai essayé, puis après je me suis dit bon, je vais arrêter de chercher parce que ça me déconcentre du film de vouloir tout le temps chercher les liens tout de suite. Je me dis je vais chercher ça plus tard. Oui. Dans Je la peux y aller. Oui, France. Oui, disons que moi, j'ai de la difficulté à intellectualiser parce que j'ai réagi très affectivement. Je pense que j'ai jamais autant pleuré en voyant un film. Wow. Puis en y pensant, j'ai encore envie de pleurer. Mais si je veux, disons, intellectualiser, puis se référer à nos cadres, là, je dirais, il y a peut-être quelque chose comme tuer le père, parce que Campbell représente l'autorité et il y a une révolte contre l'autorité. Alors, c'est le lien que je pourrais faire. Oui, oui. Question de la parole, c'est un signifiant qui flash pas mal au début, surtout quand il y a eu ce problème avec son patron, là, et que il n'a pas voulu parler, et puis après il disait à sa future femme qu'il ne parle pas pour rien dire. Hmm. Et tout au long, enfin, au fur et à mesure du film, il essaye de s'exprimer en anglais, c'est un peu laborieux. Ensuite, il essaye de s'exprimer à travers les journaux, et puis au final, il prend comme une confiance comme ça de- pour parler. C'est vrai, hein. Et il se politicise aussi, au fur et à mesure. On dirait que c'est un peu avec la parole, je veux dire, c'est un peu lié avec la parole. Effectivement. Il y a l'aspect esthétique aussi, c'est absolument extraordinaire. Les chorégraphies sur la patinoire, là, c'est c'est vraiment remarquable. Ouais. C'est ça, parce que c'est des vraies chorégraphies, hein, c'est ça. Oui. D'après moi, c'est peut-être la meilleure réalisation de Binamé. Et il a fallu qu'ils choisissent vraiment des comédiens qui jouaient au hockey quand même, qui savaient jouer au hockey un peu là, quand même. Puis ça se sent, là, ben, c'est vrai que, bon, quel petit garçon québécois ne sait pas un peu jouer au hockey aussi, on sait. Christian. L'exception qui confirme la règle. Oui, oui. Mais il fallait aussi apprendre à tomber sur la glace dans le film, là, c'était pas évident.
Oui, on s'aperçoit que le pugilat fait partie intégrante du jeu. C'est pas un accident. Ouais, ouais. Il y a une sorte, ça fait partie des règles non écrites, mais qui existent quand même, là. Il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Mais c'est vrai que le coach, en piquant Maurice tout le temps comme ça, c'est ça qu'il cherche aussi, parce qu'il parle, il veut que le hockey, ça devienne très, très excitant à aller regarder, et on comprend qu'excitant veut dire, ben, il faut que ça vire en violence. Et ça marche, en effet. Ouais. Madeleine, tu n'as pas des commentaires à faire? Ben, quelques-uns peut-être. Moi aussi, j'ai été affective là, parce qu'une ou deux fois, j'ai failli pleurer aussi sans que je comprenne pourquoi. Je pense que c'est comme il pressent qu'il est très bon et qu'ils vont être encore meilleurs. Puis je pense que, enfin, j'ai pensé que c'était ça, qu'il avait comme pris conscience de ça lui-même. Ça m'a touchée. À part ça, je trouve que c'est très dynamique, les films de Binamé, les films qu'on a vus. Et c'est toujours, ça change toujours, les scènes changent continuellement. Il y a quelque chose de très dynamique. Et puis, pour faire un peu cliché, je dirais que les patins étaient presque le personnage principal dans ce film-là. Tant on est toujours en train de regarder des patins dans leur chorégraphie, là, ça s'entend, là, mais c'est à peu près ça que j'ai pensé. C'est un très beau film. On sait peu finalement sur Maurice Richard, même après avoir vu le film, je trouve. Je trouve qu'on c'est quelqu'un qui se révélait pas beaucoup, mais je pense qu'il se révélait dans son jeu. Mais comprendre, c'est plus difficile à ce moment-là. Mais c'est quasiment quand le président de la Ligue dit c'est les plus beaux buts que j'ai jamais vus. C'est 30 ans que je suis dans la pratique. C'est les plus beaux buts que j'ai vu jusqu'ici. C'est quand même impressionnant d'entendre ça parce qu'on voit que ces buts, c'est comme des œuvres d'art un peu qu'il fabrique. Et c'est très impressionnant, je trouve. Oui, C'est à peu près tout ce que je dirais, là. d'accord. Le comédien a dû regarder beaucoup les vrais matchs avec le Maurice Richard parce que on voit que ça, au niveau corporel, sa gestuelle, là, c'est vraiment similaire. Quand il compte, là, il y a toujours, il lève toujours son bâton. Il y a comme un style un peu. Puis c'est comme ça que c'est vraiment pareil comme. Il a dû vraiment observer le jeu de Maurice Richard. Ou alors Binami, plutôt, qui lui a fait faire peut-être, non, c'est peut-être pas l'acteur, mais le réalisateur, mais en tout cas, puis même au niveau physique, là, ils l'ont transformé. Il ressemble vraiment beaucoup à Maurice Richard. Ah oui, ok. Mais oui, la coupe de cheveux, ils ont changé la couleur. C'est pas grand-chose, mais il y ressemble quand même. Surtout, ils ont obstrué ses beaux yeux bleus, hein, pour mettre des yeux noirs. C'est ça, En fait, mais parce oui. que ce qui était notoire, qu'on peut voir sur certaines photos de Maurice Richard, c'était son regard absolument terrifiant quand il venait, quand il était à l'attaque, là, tu sais. C'était une sorte de force intense, comme surnaturelle, là, comme la foudre, tu vois. Comme le serpent Ouais. qui hypnotise. Comme un cobra qui. Pfff! Albi et Lina, vous avez des commentaires? Vous avez vu le film déjà ou...
En fait, j'ai pas terminé, j'ai juste vu quelques minutes, mais Ok. j'essaierai de le revoir. Ouais, bah. Lynette, non, elle n'est pas là. Ouais, écoutez, on peut maintenant se donner le droit à la parole et, euh, et essayer au fond de mettre tout ça ensemble. Il y a Rania qui n'a pas fait de commentaire. Euh, Sincèrement, j'ai rien à ajouter. Bah, côté des commentaires que tout le monde a émis. Moi, je pense que surtout ce qui m'a frappé, c'est toute la pression qu'il a subie de partout. Et il n'a pas eu la vie facile. C'était très dur pour accomplir ce qu'il a pu accomplir, ou peut-être c'était grâce à ça qu'il a réussi à accomplir ce qu'il a pu accomplir. Mais c'est surtout ça, cette violence psychologique qu'il a subie au quotidien, dans son travail, puis dans sa carrière de sportif de haut niveau. Puis, ça, il en a fait de belles choses. Ouais. Oui, écoutez, c'est sûr que au fond, c'est ça qui transparaît le plus dans vos commentaires, c'est cette énergétique de la violence qui devient efficacité, hein. C'est comme, c'est, c'est comme un peu une machine à vapeur. Oui, oui. Tu brûles du charbon et puis ça devient. Mais c'est ça, mais c'est de canaliser la force, les chevaux vapeur, là, hein. Ouais, Pour c'est pas que ça se ça. dissipe et pour pas que ça explose, hein. Et c'est ça le génie de Dick Irvin, hein. Euh, qui lui aussi, c'est comme les deux agendas en quelque sorte, ou les deux intentions se recoupent. Dick Irvin a besoin, pour des raisons personnelles qu'on ignore, il a absolument besoin de gagner. Bon. Mais il doit faire ça à travers quelqu'un qui socialement est un loser, hein? Donc, il stimule en fait son amour-propre lésé pour canaliser son pouvoir, sa capacité de gagner. Parce que quand Maurice gagne, lui gagne aussi. Donc, il doit l'humilier stratégiquement sur certains points en lui laissant une porte de sortie pour pas le décourager entièrement, mais canaliser son action pour se débattre, ça aille dans le sens de l'action efficace, hein, et un jeu auquel lui aussi gagne en même temps que Maurice. Donc, ce jeu très subtil pour canaliser la pression refoulée de Maurice. Et là je ferai l'analogie contraste avec le film précédent. C'est qu'au fond, Maurice, en fait, il représente, il continue pas tant le même acteur du film précédent, qu'en fait, il est Donalda dans une autre situation. Euh, il est c'est l'être qui est toujours dans une sorte de mariage inégal, ou qui est toujours sous pression, qui doit endurer stoïquement les brimades, bon, et tout ça. Euh, qui n'en passe pas moins, hein, qui sait quand même que c'est pas juste, hein, bon, donc, mais qui a une porte, qui a une marge d'action en quelque sorte, autre que la passivité habituelle. Mais il y a la passivité agressive là à l'atelier à l'atelier mécanique, hein, quand il refuse d'entrer dans le jeu par son silence, d'entrer dans le jeu du patron, hein. Euh, mais pour transformer cette contre-violence passive en violence active, c'est ça que lui permet son chemin par le sport, hein. Et donc, c'est comme si
c'est comme si la pression d'une sorte de couvercle que représentait pour Donalda Séraphin, il y avait des fissures dedans qu'il s'agissait d'exploiter et qui seraient celles du monde, anglophone ou dominé par les anglophones, où il y a néanmoins un agent double qui est Dick Irvin, qui joue sur l'individualité en même temps de la conscience nationale de Maurice, parce que son propre agenda, tu vois, ce qui permet au couvercle sinon d'éclater, du moins d'avoir une plus grosse fixure. Hein. C'est ce que les gens se souviennent. Et puis, c'est comme ça pour la société en général, parce que c'est une sorte de phénomène thermodynamique quand il y a l'émeute à la fin, là, qui est le point de départ du film. Puis en fait, tout le film est une explication de cette émeute. Et à la fin, au fond, la carrière de Maurice, elle fait presque que commencer après ce hiatus suite à l'émeute. Ça va être le plus beau de sa carrière. Mais le décisif est comme avant. Il y a un avant et un après, en quelque sorte. Et c'est l'avant de l'après qu'on explore dans ce film. Mais j'aimerais bien savoir, c'est les 5 ans où il a pris 5 coupes Stanley, c'était quelles années? Ben, on nous dit que c'est les années. Enfin, moi, j'ai compris que c'était des années successives, mais peut-être pas. À combien de temps a duré sa carrière? Ben, ça Non, doit non, être il dit appelé. bien que c'est des années successives. Bon, ben, Oui. Mais je pense la date de l'émeute, c'est le 17 mars 1955. ben, OK. OK? Alors, c'est ça que Il a pas fini les éliminatoires, il a pas fini les parties, il n'a pas parti aux éliminatoires, mais l'année suivante, pendant 5 ans, ce que j'ai compris. OK. Ça serait 55 à 60 ou 56 à 61. C'est ça. Parce que c'est clair dans le film, si tu veux, que on prépare la révolution tranquille et il y a une indication selon laquelle la révolution tranquille a commencé avec Maurice Richard ou a été préparée Oui, par Maurice Richard. oui, d'ailleurs, la première scène, c'est identifiée 1927, la grande noirceur. 1937. Ouais, 1937. 37, oui. Oui, c'est ça. Moi, je me demande toujours comment ils définissent la grande noirceur. Je veux dire, est-ce que ça commence l'année avant avec l'élection de Maurice Duplessis ou est-ce que ça remonte au Moyen Âge ou à Constantin? Là, est-ce que il y a une sorte d'avant de l'après où tout commence en 1960, là, puis avant, c'est tout noir. Là, c'est comme. C'est comme quand la Renaissance, quand les gens ont inventé la Renaissance en disant qu'avant, oh, c'est le Moyen Âge, c'est un entre-deux, là, c'est tout noir. Là, il y a, il y a cette espèce de cadrage mythologique, là, consensuel, là, qui m'agace toujours un peu, là, mais bon, mais n'empêche que c'est ça. Ça fait partie intégrante du mythe. Là, on voit l'élément du mythe là, qui est exploré selon sa logique propre. Mais c'est pas en 1929 que ça commence? C'est en 37. En 37. Et Ben, il faut voir le rapport de force, là, donc c'est pendant la Grande Dépression, donc le marché n'est pas bon pour la main-d'œuvre. C'est pour ça que les ouvriers sont très dociles là, parce qu'ils savent qu'il y a plein de monde au chômage, là, puis, on explique comment les patrons jouent là-dessus. Et puis ils demandent des choses, ils demandent des sacrifices à leurs ouvriers, supposément parce que c'est dur pour eux comme patron, mais en fait, c'est pour profiter de la situation. Donc, on démontre tout cet aspect-là du rapport de force, là, puis de la façon dont les patrons en place essaient d'en profiter. Donc, la Grande Dépression, quoi. En fait, je veux dire, normalement, dans un autre pays, on aurait appelé ça la Grande Dépression, parce que c'est tout simplement un rapport de force sociale, bon, de cette époque-là. Mais, mais ici, ça prend cette coloration particulière dans une certaine mythologie nationale. mais là, on a quand même deux concepts différents. On a 1929, qui est la crise. 1937. Ah oui, 1929, oui, d'accord. 1929, c'est la crise économique, c'est le Wall Street, le Oui. crash de Wall Street. Et bon, ça commence une période économique au Québec qui est très difficile, non? Oui, mais c'est comme le reste de la planète.
Ça, c'est Ouais, la même chose dans tous les pays. c'est ça. Mais la grande noirceur, ça vient après. C'est pas tout de suite, ou bien. Ben, ça dépend comment on la définit, parce que ça, cette expression-là, elle a surgi dans les médias libéraux progressistes après l'élection de Duplessis en 1944, tu vois. Duplessis, c'était un peu comme Trump, là. Il s'est fait élire en 1936 comme populiste, etc. Puis aussitôt, il était plus corrompu que même ses prédécesseurs. Donc, en 1940, on élit des libéraux avec un nouveau chef qui met en train beaucoup de réformes, en fait, qui sont déjà une forme de révolution tranquille. Mais les gens réélisent Duplessis sciemment en 1944, tu vois. Ah Euh, oui. euh, un peu comme si on réalisait Trump aujourd'hui, cette année, là, tu vois. Donc, il y a une sorte de mise en scène rhétorique à ce moment-là pour cadrer ça, là, que dans les journaux, genre, bon, la presse, le devoir, on a dit, ben, on vit la grande noirceur, puis, bon, puis surtout après, une fois que les libéraux sont venus, une fois que Duplessis est mort, on s'est dit, ah ben, tout l'avant, c'était ça, puis on a comme élargi la notion, on l'a essentialisé, alors que c'est quelque chose d'assez conjoncturel, en fait, comment c'est surgi. C'est pas quelque chose, quand tu es dans la grande noirceur, tu n'appelles pas ça la grande noirceur. C'est à moins, juste certaines personnalités journalistiques là, qui ont comme mis une sorte de rhétorique d'opposition, mais sauf qu'eux ont gagné, ça intégralement, hein, tu vois. Alors, leur récit surgit de cette conjoncture-là est devenu le récit national, tu vois. Mais alors l'extension de la notion, tu sais, c'est comme un mythe. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Tu sais, c'est pas, il faisait pas noir, il faisait pas noir. Le soleil se levait, se couchait, les gens vivaient leur vie, puis les courants sociaux continuaient, puis progressaient. Tu sais, c'est pas à trancher au couteau, ces affaires-là. C'est... Euh, Bien, écoutez, on va peut-être essayer de revenir à une dimension un peu plus psychologique, là. Euh, bon, on va, si vous voulez, essayer de comprendre en quoi ce film est dans la continuité des deux précédents. Euh, Parce que, bon, il y a des ressemblances avec les films précédents, mais il y a quand même certains développements dans ce film qui n'existent pas dans les deux précédents. Euh, bon, la première chose qui transparaît, si vous voulez, par rapport qui est ressemblant aux deux autres films, c'est que on a affaire à un homme qui est en contradiction avec lui-même, ou bien deux hommes qui sont en contradiction l'un avec l'autre. Bon, euh, dans Maurice Richard, la contradiction, c'est au début du film entre peut-être Maurice et son beau-frère, mais aussi entre la force et la fragilité de Maurice. Hein. Il y a cette incertitude qui règne sur sa capacité de tenir tête aux agressions si courantes dans le hockey professionnel. Et au fond, il va rester marqué par ce doute euh, qui a commencé avec sa carrière et il va passer le reste de sa carrière à nier ce doute ou à rendre faux ce doute en étant très combatif, en étant capable d'affronter n'importe quel danger pour bien démontrer qu'il mérite d'être embauché par le Canadien. Donc, dans un premier temps, on a cette contradiction, comme dans les films précédents. On se rappelle que dans les films précédents, on avait la contradiction
entre l'hiver et l'été dans le film de Séraphin, et on avait aussi la contradiction entre le personnage flamboyant et le personnage terne dans Eldorado, hein. Donc on a comme ça comme des contradictions initiales, si vous voulez, qui sont là. Après les contradictions initiales, on a euh, la naissance d'un d'un être composite qui va mettre fin à la contradiction. Alors, dans le film Maurice Richard, on a comme ça plusieurs êtres composites. On a d'abord la femme de Maurice Richard, Lucille, qui est un être composite puisqu'elle tombe enceinte, hein, et on a aussi Maurice Richard, qui est un être composite, puisqu'il est en même temps euh, fragile et imbattable. Il est un petit peu des deux, mais il y a la prédominance de, il est extrêmement courageux et imbattable. Donc il est comme, il a vaincu, si vous voulez, sa contradiction initiale, le fait d'être humain et fragile et en même temps d'être combatif. Il a vaincu cette contradiction initiale et il est devenu un être comme ça, inexpugnable, qui peut affronter tous les dangers. Laissez-les venir à moi, je n'ai pas peur. Il va à Boston, il affronte pas mal de monde à Boston. Avec quelques coups de poing, il achève de construire sa réputation là, dans son premier voyage à Boston. Euh, bon, donc on a, si vous voulez, affaire à ce que nous avons appelé déjà dans ce cours un phallus. Un phallus qui est la composition de deux contradictions, hein. Et, bon, dans les films précédents, bon, on avait Donalda, donc tout à l'heure, Christian signalait combien Donalda ressemblait à Maurice Richard, parce que Donalda, elle aussi, est un être composite qui naît de la contradiction entre l'hiver et l'été, entre Séraphin et Alexis. Et dans le film d'avant, on a cette femme qui s'appelle Loulou, qui est elle aussi un être composite et qui est le fruit de la composition de Lloyd et de, je ne me rappelle plus son nom, le marchand. Marc. Hein, Marc? Marc, ouais. J'ai bien entendu Marc. OK. Oui, Marc, oui. Euh, bon. Alors, le point intéressant que les autres n'atteignent pas, c'est que ce film met en scène la violence contre le phallus. Dans le film précédent, il y a de la violence contre le phallus, contre Simone et contre Donalda, qui sont toutes les deux des phallus, mais cette violence les achève immédiatement. Simone meurt de s'être fait avorter et Donalda meurt, je ne me rappelle plus pourquoi d'ailleurs, en tout cas. Un rhume. D'un rhume, ok, un rhume de cerveau. Euh, euh, donc dans les films précédents, le phallus ne subissait qu'une seule violence qui l'achevait tout de suite. Alors que dans le film de Maurice Richard, au contraire, là, on va avoir une violence itérative, une violence régulière qui alterne avec la stimulation.
Donc, on a un phallus qui est régulièrement violenté et chaque fois qu'il est violenté, ça accentue son érection, mettons, hein. Et, euh, et donc, il y a un jeu entre, comment tu l'as appelé, Christian, Van quelque chose? Der quelque chose? Dick Irvin? Dick Irvin. Oui. Ok. Dick Irvin, c'est le coach. Dick. Oui, Voilà, excusez-moi. il a un joli nom. Un Dick pour un Dick. Euh, donc, Dick Irvin a un rapport sadomasochiste avec Maurice Richard, ce qui, enfin, c'est plus qu'un rapport sadomasochiste, comme dit France, c'est une chorégraphie, hein, je veux dire. Entre Dick Irvin et Maurice Richard, il y a une danse, une valse, un, un jeu où, où ils s'entendent finalement pour dire que Maurice, il s'attend à être violenté, puis il prend cette violence avec un certain humour, là, sauf à partir du moment où il n'aura plus la force de continuer. C'est ça qui est particulier. Euh, à partir du moment où il commence à s'épuiser, à partir du moment où la violence de Dick Irvin n'est plus capable de suffisamment le stimuler, là, il commence à la trouver un peu dure, là. Son rapport à Dick Irvin est moins plaisant. Oui, mais c'est qu'il déplace je veux dire, son rapport vers Campbell et bon, et ses acolytes, là, donc il change de niveau à un moment donné. Là. C'est plus quelque Ouais, chose de gérable en tantôt avec son tandem sadomasochiste familier. Là, et ça change d'échelle, tu vois, puis c'est plus la même dynamique du tout. Là. Campbell, il ne joue pas ce jeu-là. Là, tu sais, oui, mais on peut penser, si tu veux, que c'est l'épuisement ou l'épuisement de la capacité de Maurice Richard de rendre le service qui lui est demandé, qui, qui, qui suscite sa révolte, hein. C'est comme ouais. il proteste parce que il peut plus être rentable pour lui-même et pour les autres, hein. C'est comme si il a atteint sa limite. C'est- Puis lui aussi trouve une autre direction pour son agression, en quelque sorte. Là, c'est euh, une autre faille le réservoir de vapeur qui s'élargit, c'est par le journalisme, par la parole publique, hein. C'est par la parole ensuite que sa violence s'exprime. Parce qu'on lui offre l'occasion, là, il y a tout le rapport avec le journaliste, là, qui lui offre une sorte d'échappatoire ou de débouché inespéré à son énergie thermique. c'est ça. Bon, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que euh, dans le phallus, il a besoin, comment dirais-je, il a besoin d'une certaine violence pour être stimulé, hein. Euh, cette violence, si vous voulez, est comme une valeur de laquelle le phallus est la matière. C'est assez bizarre comme situation. On voit dans le film combien l'anglais est celui qui peut exploiter le français, c'est-à-dire pas, pas
c'est-à-dire c'est-à-dire canaliser le français. Donc on a l'anglais qui est une sorte de valeur générale qui ne touche pas directement aux choses. Et on a le français qui, lui, est plus du côté matériel. Et donc l'anglais est la valeur du français d'une certaine façon. Pendant la période de 37 à 55, là, on a l'anglais qui est valeur et le français qui est matière, mettons. Et puis, à partir de 55, puis à partir de 60 peut-être surtout, l'anglais est renversé et le français se retrouve tout seul à se stimuler lui-même. Il n'a plus la stimulation euh, de l'anglais. Il a tué le père, mettons. Il a tué, peut-être pas vraiment le père, mais la valeur euh, qui était comme ça extérieure à lui et à laquelle il n'avait pas accès si la valeur n'était pas d'accord. Euh, Donc, disons que les deux films précédents s'arrêtaient au moment où le phallus est maltraité et il est totalement maltraité, il meurt. Hein, alors que dans ce film-là, le phallus, il est mis au travail jusqu'au moment où Maurice Richard pleure. Hein. C'est impressionnant le moment où il se met à pleurer dans le vestiaire. Euh, c'est comme si ce phallus était en train d'éjaculer. Il pleure. Au moment Hein. où il voit sa femme, non? C'est quand il l'a aperçue qu'il l'a Voilà, relaté. voilà. Et Et puis, on ne sait pas si c'est de chagrin ou de joie ou les deux, mais en même temps, la cause n'est pas expliquée. Hein. Même sa femme l'interroge, mais on peut comprendre ça dynamiquement comme justement le relâchement d'une pression. ben, il pleure d'épuisement Ben oui. et il relâche la pression, enfin. Et c'est après que le rapport à l'anglais change. Uh-huh. À- Quand l'épuisement est arrivé, là. Euh, L'épuisement est au fond une sorte de révolte contre la mise au travail continuelle par l'anglais, quelque chose comme ça. Et donc, ces larmes sont une mise à mort du père ou elles mettent fin potentiellement, pas tout de suite, là, à un règne, le règne de Campbell. Hein. Euh, je ne sais pas s'il a pleuré avant le coup de poing à l'arbitre ou après. Avant. Ouais. Mais c'était un autre match, c'était avant ce match-là. C'est ça. Je crois que c'était le match où il était blessé, il semblait être hors-jeu, puis Dick Irvin l'envoie pendant les 3 dernières minutes, tu vois. Et miraculeusement, il fait un but spectaculaire. Et puis, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on lui dit qu'on n'a jamais vu un aussi beau but? Oui. Ouais. Oui. Donc, il prend toute la mesure de sa propre valeur, en fait. Mm.
Puis c'est ça. qu'est-ce qu'il a fallu de pression pour l'amener là? Donc, il commence à sentir le décalage, là. Ouais. Bon, écoutez, ce qu'on a dit à propos du phallus, de la valeur, de la violence, de la mort du père, de tout ça, c'est des choses qui sont là plus souvent qu'autrement, euh, qu'on rencontre dans le psychisme des gens, aussi bien que dans les œuvres comme les films ou les mythes ou peu importe. Il y a ce moment du passage au phallus qui fait que la violence est nécessaire. Je vais vous donner un exemple tiré de la mythologie de la Genèse euh, pour vous prouver combien le phallus a besoin de violence et comment le phallus naît de l'annulation d'une contradiction. Alors, on peut prendre des mythes qui sont connus de tout le monde, qui sont le mythe, par exemple, d'Adam et Ève. Dans le mythe d'Adam et Ève, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une contradiction entre un homme et une femme. Et cette contradiction homme-femme suffit à assurer la procréation, le bien-être dans le jardin d'Éden. Et puis, il y a un moment où cette contradiction disparaît quand l'homme et la femme, de façon égale, consomment le fruit de l'arbre, la fameuse pomme. C'est ça. Donc, la contradiction, là, s'annule. Et la présence dans le jardin d'Éden n'est plus possible et ils sont expulsés du jardin d'Éden. Bon. Et nous avons leur enfant, Caïn, qui est continuellement poursuivi par la vindicte, pour- par la vindicte de Dieu, hein, l'œil de Dieu qui regardait Caïn. Mais bon, ça c'est déjà un phallus qui est poursuivi par la violence. Mais juste après ce mythe de la Genèse, qu'est-ce qu'on a? On a l'arche de Noé et la tour de Babel. Et bon, dans l'arche de Noé, qu'est-ce qui se passe? On a une violence primordiale qui est celle du Seigneur qui veut faire disparaître l'humanité. Et donc, il envoie ce déluge pour faire disparaître tout le monde, excepté les élus que sont Noé et sa famille, ainsi que tous les animaux, les couples d'animaux de la terre. Donc là, nous avons une combinaison homme-femme, combinaison d'animaux, combinaison d'humains. Donc, on a un phallus qui est incarné dans cette arche, et cette arche est soumise à la violence euh, du déluge, de la pluie incessante. Et la pluie, cette violence de la pluie provoque une montée des eaux et donc une montée de l'arche et donc une érection progressive de l'arche jusqu'au moment où, pof, il y a une sorte de matière blanche qui émerge, c'est la colombe. C'est l'aboutissement de cette immense érection qu'est la colombe. La même chose
pour la tour de Babel, là aussi, nous avons une érection progressive et nous avons aussi une éjaculation, puisque tout à coup, tous les gens qui étaient sur la tour ne peuvent plus rester ensemble sur la tour, puisqu'ils parlent des langues différentes. À ce moment, ils sont obligés de se disperser à travers le monde. Donc, vous voyez là des exemples de contradictions qui disparaissent et qui deviennent des phallus qui sont violentés, et une fois qu'ils sont suffisamment violentés, ils en arrivent à une sorte d'éjaculation suprême, là. Et voilà, donc c'est un processus, si vous voulez, extrêmement fréquent dans la, la plupart des récits humains, si je puis dire. Même des conceptions humaines de la science, nous pouvons voir, mais je ne veux pas vous embarquer là-dedans parce que vous n'êtes pas familier. Et voilà donc là où nous amène ce film de Binamé.